Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par l'ambassadeur Jack Matlock. Bienvenue à nouveau dans l'émission, monsieur. Heureux d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez joué un rôle clé dans la diplomatie américano-soviétique pendant les phases les plus critiques de la fin de la guerre froide, alors que vous-même et le président Reagan œuvriez et négociez pour y mettre un terme. J'aimerais poser quelques questions sur la manière dont cette paix a été obtenue, mais aussi, je suppose, sur la façon dont nous l'avons perdue. Je pense qu'un bon point de départ serait de vous demander: que pensiez-vous à l'époque des idées de Gorbatchev visant à mettre fin à la politique des blocs et à la remplacer par cette maison européenne commune? Y avait-il de la suspicion? Pensait-on que ce n'était pas sincère? Ou comment cela a-t-il été perçu du côté américain? Eh bien, cela a été considéré comme légitime par nos présidents de l'époque, c'est-à-dire le président Reagan et le premier président Bush. Tous les membres de notre gouvernement n'étaient pas de cet avis, et certainement les hauts responsables de la CIA étaient sceptiques. Mais je pense que nos présidents estimaient que c'était sincère à l'époque, car Gorbatchev modifiait d'autres politiques pour rendre cela crédible. De plus, cela semblait presque identique à la vision du président Bush d'une Europe entière et libre. Je pense que c'était aussi la vision de la première ministre Thatcher au Royaume-Uni. Donc je pense que cela a été accueilli comme une maison européenne commune, et cela s'est accompagné du rejet implicite mais clair par Gorbatchev de la base marxiste-léniniste de la politique étrangère soviétique jusqu'alors. Et il a exprimé cela dans un discours aux Nations Unies en décembre 1988. Donc je pense que cela a été absolument accepté à l'époque. Je voudrais également souligner que lors de leur rencontre à Malte en décembre 1989, le président Bush et Gorbatchev ont conclu un accord formel. Premièrement, ils ont convenu que la guerre froide était terminée. Deuxièmement, Gorbatchev s'est engagé à ne pas interférer dans les changements politiques en Europe de l'Est, en d'autres termes, la démocratisation. Et le président Bush s'est engagé à ne pas profiter des changements politiques là-bas. Par la suite, bien sûr, l'élargissement de l'OTAN à ce qui avait été le pacte de Varsovie a constitué une violation totale de cet accord, indépendamment des autres assurances qui ont été données plus tard lors des négociations sur la réunification allemande en 1990. Nous avons souvent ces dates concurrentes pour la fin de la guerre froide. Comme vous l'avez suggéré, à Malte, en décembre 1989, la fin de la guerre froide a été déclarée. Cependant, 2 ans plus tard, en décembre 1991, lors de l'effondrement de l'Union soviétique, on a soutenu par la suite que non, c'était là la véritable fin de la guerre froide. Pourquoi ces récits concurrents sont-ils importants, que ce soit en 1989 ou en 1991? Cela fait une grande différence, car la guerre froide avait pris fin au moins 2 à 3 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique. C'est le premier point. Deuxièmement, ce n'était pas la politique des États-Unis de démanteler l'Union soviétique. Nous voulions que les 3 États baltes retrouvent leur indépendance. Nous ne les avions jamais reconnus comme faisant légalement partie de l'Union soviétique. Mais nous reconnaissions les 12 autres républiques comme faisant partie de l'Union soviétique. Et en réalité, nous ne voulions pas qu'elles se séparent. Lorsque nous avons vu que Gorbatchev démocratisait le pays, nous avons alors estimé que c'était la voie qu'il devait suivre. Et le président Bush, lorsqu'il s'est rendu à Kiev après son sommet avec Gorbatchev à Moscou, s'est adressé au Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, et leur a conseillé d'adhérer au traité d'union de Gorbatchev, les mettant en garde contre ce qu'il appelait le nationalisme suicidaire.
À ce moment-là, il pensait à ce qui se passait en Géorgie, où il y avait presque une guerre interne contre les minorités. En réalité, nous aurions accueilli favorablement la préservation des 12 républiques en tant que fédération plus démocratique et volontaire. Nous ne voulions pas avoir l'éclatement. Bien sûr, beaucoup de gens à l'époque ne voyaient pas cela ainsi. Of course, many people at the time didn't see that. It was called by one of our... Un de nos commentateurs les plus en vue l'a qualifié de discours du poulet de Kiev, comme s'il s'agissait d'un discours lâche. Ces personnes ne comprenaient pas que la guerre froide était terminée et que, bien que l'Union soviétique tentait de se réformer, l'économie russe était extrêmement difficile à gérer. Une autre chose que l'on comprend mal lorsqu'on parle de la Russie comme toujours agressive ou impérialiste, c'est que c'est le dirigeant élu de la Russie, Boris Eltsine, qui a mené la dissolution de l'Union soviétique. Cela s'est produit de l'intérieur, malgré le souhait de l'Occident de voir une union démocratique, ce qui aurait été préférable pour tous, plutôt que de la dissoudre et de se tourner, pourrait-on dire, vers un nationalisme extrême. You might say extreme nationalism. Eh bien, vous avez mentionné le discours de Chicken Kiev parce qu'il n'adoptait pas une position plus ferme contre les Russes. Mais encore une fois, à l'époque, on reconnaissait qu'il serait dangereux d'alimenter les forces nationalistes. Mais si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, on voit des personnes comme Boris Johnson accueillir le bataillon Azov au Parlement britannique, ainsi que d'autres groupes fascistes en Ukraine. Ce qui est, vous savez, encore une fois, je ne mettrai même pas cela dans la même catégorie que les nationalistes. Il y a de nombreux nationalistes ukrainiens qui n'ont rien à voir avec des groupes fascistes. Mais comment ou pourquoi en sommes-nous arrivés à ce point où nous soutenons non seulement des nationalistes, mais des nationalistes assez radicaux? Not just nationalists, but quite radical nationalists. Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Pourquoi Washington, ainsi que ses partenaires européens, se sont-ils éloignés de cet effort visant à ne pas alimenter les forces nationalistes? Et en réalité, ont-ils fait exactement le contraire? Je pense que, sous l'administration Clinton, celle qui a suivi la première administration Bush, nous avons commencé tout d'abord. Après avoir commencé tout d'abord, sans élargir l'OTAN, mais en essayant d'organiser un partenariat pour la paix, auquel tous les pays d'Europe de l'Est et les anciens États de l'Union soviétique pouvaient participer et qui avait été approuvé par le président russe Eltsine. Nous avons changé de cap et commencé à parler d'élargir l'OTAN vers l'Est. Or, non seulement cela violait des accords antérieurs, des accords qui n'étaient pas inscrits dans des traités, mais qui étaient clairement compris. Mais le problème était qu'une fois que vous commencez à élargir l'OTAN, alors qu'il n'y avait aucune menace contre aucun des pays de l'OTAN, vous transformez une alliance défensive en une alliance offensive. Et bien que plus tard, la Russie ne se soit pas opposée à l'élargissement initial à la Tchéquie, la Hongrie et la Pologne, et que, par la suite, le président russe de l'époque ne se soit pas réellement opposé à l'extension aux États baltes, tout cela était sous la condition qu'il n'y ait pas de base étrangère dans ces pays. En d'autres termes, ce n'était pas tant la garantie de l'article FAM à laquelle la Russie s'opposait, mais plutôt à l'implantation de bases étrangères, en particulier américaines, dans ces pays. Ils considéraient naturellement que ces bases leur étaient destinées, et ce, à une époque où ils ne représentaient absolument aucune menace. Leur armée était en plein désarroi. C'est ainsi que ce processus a commencé. Maintenant, vous demandez pourquoi. Je pense que pour les États-Unis, c'était parce que nous avions un nombre important d'électeurs américains d'origine européenne. Et ceux-ci se trouvaient dans des États comme la Pennsylvanie,
la Géorgie, l'Illinois et d'autres encore, qui pouvaient être cruciaux et qui l'ont été pour les votes du Parti démocrate. Donc je pense que Clinton l'a fait principalement pour des raisons politiques intérieures. Mais j'ajouterai une autre chose. Il assurait personnellement au président russe Eltsine que le partenariat pour la paix serait un substitut à l'élargissement de l'OTAN, ce qu'Eltsine a approuvé. Au même moment, son ambassadeur à Varsovie disait aux Polonais que c'était une étape vers l'adhésion à l'OTAN, ce qui s'est avéré par la suite. Et permettez-moi d'ajouter que plus tard, le fait que l'OTAN, sans déclaration de guerre et sans l'approbation de l'ONU, ait mené une guerre contre la Serbie, a créé un précédent pour ce que le président Poutine a fait plus tard en Crimée. Car nous avons reconnu l'indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie, sans l'accord de la Serbie. Or, l'un des accords que nous avions négociés pour mettre fin à la guerre froide, l'acte final d'Helsinki, stipulait qu'il ne devait pas y avoir de modification des frontières sans l'accord des deux pays. Et bien sûr, nous n'avions pas l'accord de la Serbie pour cela. Nous n'avons même pas organisé de référendum, simplement un vote du Parlement du Kosovo. Je dirais donc que cela constitue un précédent précis pour ce que le président Poutine a fait plus tard en Crimée. Et pourtant, nous avons pratiquement considéré cela comme un casus belli, alors que les États-Unis, à plusieurs autres occasions auparavant, avaient reconnu des régions sécessionnistes, le Soudan du Sud, le Timor oriental, et ainsi de suite. Lorsqu'il y avait des rébellions de populations d'ethnies différentes, nous affirmions qu'elles avaient le droit de faire sécession. Mais le peuple de Crimée, composé d'au moins 80% de Russes, et avec à peine quelques locuteurs ukrainiens, exerçait clairement une forme de droit à l'autodétermination. Nous l'avons reconnu dans d'autres cas, mais pas dans celui de la Crimée. Et comme les Russes l'ont dit à l'époque, pourquoi tout le monde aurait-il droit à l'autodétermination, sauf les Russes? Je vais poursuivre avec certaines de vos questions, mais je pense que tout cela est lié à ce qui a commencé sous l'administration Clinton. Cela me rappelle quelque chose que Kissinger a dit en 1999, car il est intéressant de noter qu'en mars 1999, c'est à la fois le mois où l'OTAN s'est élargie pour la première fois, mais aussi 12 jours plus tard, toujours en mars 1999, l'OTAN a attaqué la Yougoslavie sans mandat de l'ONU. Je pense donc que cela a été un point de rupture. C'est également à ce moment-là que Kissinger a déclaré que nous ne pouvions plus dire aux Russes qu'il s'agissait simplement d'une alliance défensive. Je pense que c'est un point important. J'aimerais vous demander, sur la base de votre longue expérience de la diplomatie avec Moscou et de votre analyse de ce qui s'est passé depuis les années 90, qu'est-ce que les diplomates occidentaux d'aujourd'hui ne comprennent pas à propos de Moscou et de ses préoccupations en matière de sécurité? Eh bien, il me semble que nos dirigeants politiques récents ont été incapables de se mettre à la place des autres pays, c'est-à-dire des autres dirigeants. C'était l'une des choses que, selon moi, le président Reagan et le premier président Bush recherchaient vraiment. Comprendre d'où venaient, je dirais, les dirigeants soviétiques, ce qu'ils craignaient et ce qu'ils ne craignaient pas. Et je dirais que, dans leur diplomatie, même si eux et nous tous condamnions le communisme en tant que système, ils n'insultaient pas publiquement les dirigeants soviétiques. Sur le plan personnel, ils les traitaient avec respect et commençaient à écouter leur point de vue et à comprendre que certaines des choses que nous avions craintes n'étaient tout simplement pas vraies, même si elles avaient pu l'être à une époque. Il n'y avait en réalité aucun plan pour envahir l'Europe de l'Ouest. Nous en avions peur, et c'est pour cela que l'OTAN a été créée. De l'autre côté,
il y avait une véritable crainte face à ce qu'ils considéraient comme des signes d'agressivité de notre part. Ensuite, lorsque nous avons commencé à élargir l'OTAN et à l'utiliser pour mener une guerre illégale, d'abord contre la Serbie, puis de façon encore plus flagrante contre l'Irak, qui n'avait menacé aucun membre de l'OTAN. Nous l'avons fait en utilisant des preuves fabriquées qui se sont révélées être des mensonges, et nous l'avons fait de manière massive. Nous avons attaqué l'Irak de façon bien plus complète et massive, et sans provocation, bien plus, je dirais, que l'attaque également criminelle de la Russie contre l'Ukraine par la suite. Le fait est que le président Poutine avait des précédents pour tout ce qu'il a fait, et que nous condamnons aujourd'hui. Et ce sont des choses qui, sans l'expansion de l'OTAN, sans la menace de bases militaires sur des territoires qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique, auraient été perçues comme provocatrices par n'importe lequel de nos pays. Et pourtant, nous avançons allègrement dans cette direction. Et maintenant, nous disons « Oh, Poutine est un criminel de guerre ». Oui, il l'est, mais plusieurs de nos présidents l'ont aussi été, et nous avons établi des précédents pour tout cela. Et notre incapacité à le comprendre, et particulièrement celle des Européens de l'Ouest à le comprendre, car eux aussi ont violé des accords qu'ils avaient solennellement conclus et qu'ils ont parfois simplement ignorés, d'une manière qui ne pouvait être interprétée que comme une menace pour la Russie, fait que nous nous trouvons dans une situation tragique où il ne semble y avoir aucune véritable compréhension de la part de ceux qui détiennent le pouvoir, des racines de cette violence. Permettez-moi également d'ajouter toute cette question des sanctions économiques. Je pense que les États-Unis et maintenant l'Europe occidentale en ont fait un usage excessif. Ils ont utilisé ce qui aurait pu constituer la base d'un système commercial international raisonnable et équitable reposant sur le dollar. Au lieu de cela, nous avons utilisé cette forme de prédominance dans le système financier mondial à des fins politiques, et je dirais à des fins politiques agressives. Parce que nous avons commencé à sanctionner la Russie pour des choses qui, s'étaient produites ailleurs et pour des événements qui relevaient de leur autorité souveraine. Il me semble donc qu'il y a tout simplement eu un manque, je dirais, d'équité. Bien sûr, la guerre actuelle en Ukraine est une tragédie, en particulier pour l'Ukraine. Et les solutions qui auraient pu être trouvées plus tôt, même si elles impliquaient une modification territoriale, auraient épargné à l'Ukraine une grande partie de la destruction et de l'enfer qu'elle subit aujourd'hui. Cela ne signifie pas qu'aucune guerre n'est bonne. Ce n'est pas le cas. Et la tragédie, en particulier pour les États-Unis, c'est que nous étions suffisamment puissants et que nous n'étions menacés par rien d'autre que le terrorisme. Nous n'étions pas menacés par un autre pays. Et pourtant, nous avons eu tendance à militariser nos avantages. Je pense que cela finira par se retourner contre les intérêts du peuple américain. Vous avez mentionné qu'il y a une incapacité à se mettre à la place de la Russie, et en effet de tout autre adversaire également, ce qui est un développement très préoccupant. Mais aussi, concernant les Européens, vous avez dit surtout les Européens, et j'ai la même impression. Les Européens sont souvent devenus, non seulement plus belliqueux, mais je pense même plus que les Américains aujourd'hui. En Europe, il y a aussi cette réticence à envisager ce que pourrait être la sécurité de la Russie. En effet, ils répètent sans cesse que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité, mais ils refusent plus ou moins de considérer des garanties de sécurité pour la Russie. En fait, ils ne veulent même pas s'asseoir et discuter avec la Russie, alors même que cette guerre devient incontrôlable. Je me demandais, comment expliquez-vous cette réticence, cet effondrement de la diplomatie? Ont-ils été consumés par l'idéologie, ou comment comprenez-vous cela en tant que diplomate?
face à l'absence de diplomatie. As a diplomat, seeing the absence of diplomacy. I can't make sense of it. I think what has Je n'arrive pas à comprendre. happened Je pense que ce qui s'est passé et ce qui s'est vraiment accumulé au cours de ce XXIe siècle, c'est tout simplement une diabolisation du président russe, Vladimir Poutine. Maintenant, il a fait des choses que je n'aimerais pas voir se produire dans mon pays et qui, en fait, commencent à se produire aujourd'hui en termes de violation des procédures démocratiques. Cependant, ces actions ont été une réaction aux choses dont je parlais. These have been a reaction to these things that I've been talking about. And the idea now that if Et l'idée maintenant que, si des compromis sont faits concernant l'Ukraine et que certains territoires russophones sont transférés à la Russie, dans la mesure où le gouvernement ukrainien actuel a pratiquement interdit la langue russe, au lieu de la protéger, comme c'était le cas auparavant sous le régime soviétique et la première Ukraine indépendante, lorsque le russe et l'ukrainien étaient tous deux officiels et que les langues minoritaires étaient protégées. On entend désormais l'allégation suivante. Oh, vous savez, si nous trouvons un accord sur l'Ukraine, il s'en prendra aux États baltes ou même à la Pologne. Il n'existe absolument aucune preuve de cela. Et je pense qu'une grande partie de ce discours remonte à l'adoption de ce qu'on a à tort appelé un ordre mondial libéral. what was mistakenly called sort of a liberal world order. This was, to me, very Pour moi, cela ressemblait beaucoup à la tentative soviétique, jusqu'à Gorbatchev, de créer un ordre mondial socialiste. Et donc, en réalité, la militarisation de la paix après la fin de la guerre froide a, selon moi, posé problème. Et nous voyons dans nos médias, dans nos gouvernements, une tentative de diaboliser Vladimir Poutine. Soyons honnêtes, les années 90 ont été une période catastrophique pour la Russie. Alors que l'ancien système s'effondrait et qu'il n'y avait plus de système, la région était totalement gangrenée par le crime, etc. En particulier, les personnes âgées, les retraités, se retrouvaient parfois sans salaire pendant 6 mois ou plus. Et on leur disait « Oh, vous vous démocratisez ». Eh bien, pour la plupart des Russes, cela ne ressemblait pas à ça. On avait plutôt l'impression qu'une poignée de personnes s'étaient emparées de la majorité des richesses. It looked like a few people had grabbed most of the assets. And inasmuch as this was being promoted by Et dans la mesure où cela était promu par les États-Unis et l'Occident, cela donnait l'impression qu'il s'agissait simplement d'une tentative de coloniser et de dominer la Russie. Par la suite, nous avons continué, tout d'abord, à refuser à la Russie le statut de nation la plus favorisée pour le commerce, alors que nous l'avions accordé facilement à la Chine, et nous avons continué à imposer des sanctions sur certains sujets relevant de la juridiction interne de la Russie, de sorte que nous traitions la Russie comme un paria même lorsqu'il n'y avait pas de véritable raison de le faire. Et je pense qu'en partie, cela venait de l'idée que d'une manière ou d'une autre, ce que nous appelons notre système, c'est-à-dire le capitalisme, et ce que nous appelons la démocratie, bien que nous ne la définissions pas vraiment correctement, allait conquérir le monde. is going to sweep the world. And this reminds me of the Et cela me rappelle l'idée communiste soviétique, selon laquelle le monde était destiné à devenir communiste, et que soutenir cela revenait simplement à soutenir les forces de l'histoire. Il s'est avéré que ce n'était pas la fin de l'histoire, comme l'a dit le célèbre livre de Francis Fukuyama. Toute l'idée selon laquelle le monde va d'une manière ou d'une autre devenir culturellement similaire et uni, il n'y a rien dans l'histoire qui justifie cela, il me semble. Mais c'est une justification de l'impérialisme, et l'idée que les Européens ont, que notre civilisation serait d'une certaine façon tellement supérieure aux autres, il y a là plus qu'un simple élément de racisme. There is more than an element of racism there. And when they say, oh, it's terrible Et quand ils disent « Oh, c'est terrible parce que cette guerre en Ukraine est la première depuis la fin de la guerre froide en Europe », ce n'est pas vrai. La première en Europe, c'était l'OTAN contre la Serbie. Et ensuite, pourquoi une guerre en Europe serait-elle pire qu'une guerre ailleurs?
Où est le respect pour l'humanité? Et nous voyons maintenant, alors qu'ils essaient encore d'alimenter une guerre en Ukraine, ce qui ne fera que tuer davantage d'Ukrainiens ainsi que de Russes, qu'en même temps, ils alimentent un génocide à Gaza et de plus en plus en Cisjordanie. Et dans le même temps, nos dirigeants parlent de peut-être entrer en guerre avec la Chine. Je pense que ce sont des idées catastrophiques. I think these are catastrophic ideas. My generation, I believe, Ma génération, je crois que ma génération de dirigeants politiques et de diplomates a mis fin à la guerre froide dans l'intérêt de tous. Depuis, nous avons vu les forces, tout d'abord, les forces du complexe militaro-industriel, qui cherchent des excuses pour fabriquer plus d'armes et de plus en plus pour les utiliser. Je pense que c'est catastrophique et je pense que ça sera au détriment des États-Unis et des Européens qui soutiennent cette politique. Maintenant, j'ai bon espoir que le président Trump, avec toute son imprévisibilité et ses changements, ait au moins fait un pas en avant en reconnaissant que pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il faudra accepter certains changements territoriaux. Et cela va rester extraordinairement difficile. Mais l'idée que les Européens vont augmenter leurs dépenses de défense, et ainsi de suite, à un moment où ils sont confrontés à des problèmes sociaux croissants et à tant d'autres difficultés internes, il me semble qu'ils ont totalement perdu le sens de l'orientation. Après tout, à quoi sommes-nous confrontés aujourd'hui? Chaque jour, nous voyons de plus en plus de signes de l'impact du changement climatique. Schaffer, et pourtant, ces guerres et le recul sur de nombreux autres efforts visant à réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne mènent tout simplement à rien. Pendant ce temps, les États en faillite, la guerre et la famine provoquent d'énormes mouvements de population qui mettent à rude épreuve tous nos gouvernements. Et pourquoi continuons-nous à jeter des armes sur ces problèmes et à tuer des gens pour des questions qui ne sont tout simplement pas pertinentes pour la sécurité de nos populations en Occident? Je pense que si nos concitoyens soutiennent ce que je considère comme des politiques erronées, c'est parce que nos principales sources d'information, les médias, du moins aux États-Unis et dans une certaine mesure en Europe occidentale, sont devenus, selon moi, les vecteurs d'une idéologie fallacieuse et déforment tout simplement la réalité de ces situations. Oui, tout dirigeant politique qui engage son pays dans une guerre qui n'est pas une défense directe de son territoire est un criminel de guerre. Et tous nos dirigeants actuels impliqués dans cela le sont. Et pas seulement le président de la Russie. Eh bien, ambassadeur Matlock, ce sont des paroles sages. Nous pouvons en rester là. Merci beaucoup pour votre temps. Je sais que vous êtes très occupé. Vous voyagez beaucoup. Nous étions ensemble en Géorgie récemment, et vous avez encore plus voyagé depuis. Je vous remercie donc d'avoir pris le temps, monsieur. Heureux d'être avec vous. J'aimerais pouvoir être plus optimiste. Merci. Eh bien,